Bien, bonjour tout le monde. Donc on va attaquer aujourd'hui le dernier chapitre et le dernier cours de architecture des ordinateurs. Ce cours-là, pour info, bon, la première partie va être assez banale, mais la deuxième partie, ça va être une des parties critiques que je vais essayer de représenter encore un petit peu en TP ensuite. Mais bon, il y a des choses qui sont un petit peu plus tricky que d'habitude. Là, éventuellement, il y a eu un peu de redite sur les chapitres précédents. Là, on va y aller un petit peu plus dans les méandres de ce qui se fait de caché dans vos ordinateurs. Donc déjà, pour parler de mémoire, voilà, il y a différents critères qui permettent de catégoriser les mémoires. Il y a la volatilité, savoir si les données vont rester ou non sur votre support de masse alors qu'il n'y a plus d'alimentation. L'accessibilité, donc c'est-à-dire comment vont être stockées les données. L'adressage, donc on va parler d'adressage par octet pour les mémoires, mais aussi l'adressage associatif. Ça, c'est notamment pour les caches mémoire. Si on a le temps, on y reviendra. Puis forcément, on parlait aussi de capacité, de performance, et puis aussi du coût, hein, notamment si on parle des mémoires. Aujourd'hui, des RAM, c'est un petit peu chéros. Du coup, en termes de mémoire volatile, qu'on soit bien d'accord, ça, on va poser un petit peu de vocabulaire là, sur les quelques diapos qui suivent. Mémoire volatile, c'est une mémoire qui ne conserve pas l'information lorsqu'il n'y a plus d'alimentation. Okay. Donc typiquement les RAM, on va aussi parler des caches mémoire, on va aussi parler des registres processeurs. Si vous n'avez plus d'alimentation, la donnée est perdue. Okay. Par opposition, vous allez avoir la mémoire non volatile ou mémoire rémanente, où là la donnée va être conservée, même sans alimentation. Donc pour ça, on parle bien sûr de mémoire de stockage de masse, donc disquette, CD-ROM, HDD, SSD, tout ça. Et puis aussi, du coup, tout ce qui se trouve dans la mémoire des microcontrôleurs, typiquement le BIOS, qui va avoir une EEPROM notamment, donc je vais revenir un petit peu sur les détails un petit peu après, mais voilà, qui va conserver l'information entre deux mises hors tension. Alors, mémoire morte, ça c'est un terme que j'ai quasiment pas entendu depuis le collège, mais j'en parle. On va surtout parler de read-only memory. En fait, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on me l'avait vendu quand j'étais gamin, c'est que le mort ça venait de ROM à l'envers. Donc mémoire en lecture seule, read-only memory. Donc celle-là elle est non volatile, elle est accessible uniquement en lecture. Donc là vous voyez venir le problème, c'est que c'est compliqué de modifier le programme, de venir le mettre à jour si on est vraiment sur une read-only memory au sens littéral du terme. Donc du coup, ça a eu existé, mais avec le temps, ça a un petit peu évolué. J'y reviens après. Et puis, par opposition à la mémoire morte, on a la mémoire vive. Pareil, c'est un terme qui est, on va dire, plutôt grand public, mais qui au final, techniquement, dans l'ingénierie, est très très peu utilisé. On va parler de RAM, donc Random Access Memory. Et celle-là, elle est généralement volatile et puis accessible en lecture seule, en lecture et en écriture, pardon. Avec les principales technologies qui existent aujourd'hui, SDRAM et DDRAM. Qu'on soit bien d'accord, moi je vais parler éventuellement de mémoire de ROM, donc de read-only memory, je vais éventuellement parler de RAM. Okay. Pour l'instant, on est d'accord, ce ne sont pas des composants, ça, ce sont des technologies. D'accord. Une mémoire qui est en lecture seule, ou une mémoire qui est en accès aléatoire, ce sont des technologies, ce ne sont pas encore des composants. Okay. On parle également de mémoire adressable par octet, c'est-à-dire des mémoires où là, en fait, on va donner l'adresse. L'adresse va désigner l'octet qu'on va aller chercher. Okay. Du point de vue informatique, du point de vue même microcontrôleur, hein, l'unité d'allocation la plus petite, c'est pas le bit, c'est l'octet. D'accord. Sur le microcontrôleur PIC18 qu'on utilise en première année, on pouvait chercher les données non pas bit par bit, mais octet par octet. Après, certes, il existe des instructions qui permettent d'aller modifier un bit en particulier de l'octet, mais par contre, on s'adresse bien à un octet. D'accord. Et donc, c'est l'unité la plus petite. Après, on peut éventuellement accéder à des données par multiples de 1 octet. Okay. Typiquement, les processeurs actuels sur Intel vont chercher les données par plusieurs octets d'affilée. Pareil pour les instructions. Pour rappel, hein, processeur Intel, c'est du CISC, donc Complex Instruction Set Computer. Donc quand on va chercher les instructions, en fait, on va chercher un nombre fixe d'octets. Et après, on devine combien d'instructions on est allé chercher en réalité dedans, puisque les instructions sont de taille variable. Pardon. Ok. Alors, si je prends l'ordinateur, je parle pour l'instant pas du fonctionnement d'un programme, quoique si, pourquoi pas. On va avoir le processeur, ça on a passé un petit peu de temps dessus, donc pas la peine de s'attarder dessus aujourd'hui. On a d'un côté la mémoire de stockage de masse, donc ça c'est la fonction, okay.
qui va être rempli par le composant HDD ou SSD, typiquement sur les PC actuels. Et puis à droite, on a la main memory, mémoire principale, ou mémoire de travail. Ça, encore une fois, c'est la fonction. Le composant, ça va être vos RAM DDR4, DDR5. Okay. Alors pour vous rendre compte un petit peu que cette architecture-là est utilisée un petit peu partout, si vous ne connaissez pas, il y a Deus Ex Silicium qui est une chaîne où le mec il est bien équipé. Juste son labo, ça va valoir plus cher que ma maison. Et du coup, en fait, il y a quelques vidéos qui sont intéressantes, notamment démontage d'une Xbox et d'une Switch, où là vous allez voir qu'au final, ces appareils-là, ils sont construits exactement sur le même modèle qu'un ordinateur, avec un processeur central, donc processeur applicatif éventuellement, la mémoire de stockage de masse et la mémoire principale. Et tout ça, en fait, vous voyez, en plus des différents composants qui sont autour, comme le Wi-Fi, comme différents contrôleurs comme ça. Okay. Donc voilà, c'est des vidéos qui sont un petit peu longues, mais intéressantes, et voilà, ça va assez bien dans le technique, avec des appareils qui sont vraiment intéressants aussi à voir en action. Et donc, là vous avez vu déjà sur la diapo qui est ici, qu'il y a différentes mémoires. Donc on a parlé de mémoire de masse, on a parlé de mémoire principale. On peut aussi parler de cache mémoire, même si je vous l'ai déjà dit, c'est pas de la mémoire au sens propre du terme. Mais du coup, on va avoir quand même une certaine hiérarchie de la mémoire. Alors, si vous voyez cette diapo-là, et si vous ne l'avez pas sous les yeux, vous voyez qu'il y a une genre de hiérarchie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette hiérarchie-là? Si je vais du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Est-ce qu'il y a une tendance qui se démarque? C'est la mémoire plus ou moins proche du processeur. Ouais, effectivement, plus on est vers le haut, plus on est proche du processeur. Qu'est-ce que ça implique, d'être proche du processeur? Rapidité. Rapidité. Donc plus on monte vers le sommet de la pyramide, plus on est rapide en termes d'échange, de débit de données échangées, ou d'instructions échangées. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Latence. La latence, ouais, c'est un petit peu lié au débit. Je suis d'accord que c'est pas exactement le débit, mais c'est un petit peu lié. La quantité de données. La volatilité, effectivement, dans ce cas-là, on va retrouver sur les deux étages du bas des mémoires non volatiles ou rémanentes, et sur les étages du haut, on va avoir plutôt de la mémoire volatile, effectivement. Ouais. La quantité de données stockées. Ouais, la quantité de données stockées, on va appeler ça la capacité. Effectivement, vous allez avoir la capacité. Alors après, moi je peux vous ressortir une mémoire de stockage de masse qui fait 4,7 mégaoctets, ça s'appelle une disquette, et puis vous montrez la RAM d'aujourd'hui, ça fait 16 gigas. Alors du coup, la capacité, ok, on va surtout parler de capacité par unité de surface. Ok. Donc c'est vraiment la surface occupée pour stocker par exemple 1 mégaoctet qui va différer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors la capacité d'ailleurs, la capacité on est bien d'accord, elle est plus importante vers le bas. Okay. C'est un des compromis. Voilà. Soit j'ai une mémoire rapide, soit j'ai une mémoire grande en capacité. Okay. Le jour où vous inventez la mémoire rapide et grande en termes de capacité, eh ben, ce modèle-là il était plus valable. Mais aussi en plus de ça, il y a un truc qui domine l'ingénierie et pas que, qui domine le monde. L'argent. Effectivement, plus vous montez, plus le prix de stockage d'un octet, d'un mégaoctet, va être grand par rapport au bas du tableau. Okay. Donc tout ça, on a parlé de la localité, donc d'un point de vue CPU, d'un point de vue sur la carte mère et d'un point de vue hors de la carte mère, voire même hors du système. Hein. Toutes les grosses archives, ça va pas être du SSD, hein, ça va encore être du disque dur magnétique. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher pour stocker. On n'est même plus sur du teraoctet, on est sur du pétaoctet. Donc pour ces ordres de grandeur-là, on va rester sur du disque dur magnétique. Voilà, donc on a les distances, on en a parlé, on a la vitesse, le coût par bit et la taille occupée par un bit ou par un octet, et puis la capacité effectivement qui va de plus en plus grand quand on descend cette fois-ci. Donc ça effectivement on l'a vu, mais du coup si on a ces différentes technologies-là, c'est parce que elles vont toutes répondre à des besoins différents. Donc on a parlé de la volatilité ou de la rémanence des données, et puis si on veut que l'information elle aille très très vite au niveau du processeur, en gros, ce qui limite aujourd'hui les performances de vos processeurs, enfin de vos systèmes, c'est pas le processeur justement, c'est la mémoire. Okay. Dans l'idée, il faudrait qu'on ait des mémoires encore plus rapides pour accélérer les traitements. Alors, modèle en couche là que je vous ai montré, effectivement, on peut l'affiner un petit peu. On peut aller un petit peu plus dans le détail. Notamment, il y a une ligne qui est cache mémoire dans le diagramme précédent,
alors qu'au final, on a déjà 3 niveaux de cache dans un processeur, mais ça, on en a déjà parlé. D'accord? Avec notamment la L3 qui est partagée par tous les cœurs, la L2 qui est propre à un cœur en particulier, et la L1 qui est également propre à un cœur en particulier, avec une particularité quand même que la L1, elle est séparée en L1 data et L1 programme, là où la L2 est unifiée et là où la L3 est unifiée. Ok. Alors, stockage de masse. Du coup, on va faire un petit point là-dessus déjà dans un premier temps, même si ce n'est pas la partie la plus critique. L'idée, son objectif, c'est de stocker des grandes quantités de données, y compris quand on n'a plus d'alimentation. D'accord. Surtout quand on n'a plus d'alimentation. Donc, pour gérer ça, en fait, on ne va pas travailler vraiment octet par octet, on va travailler bloc par bloc. Et ces blocs de données, en fait, on va être gérés par ce qu'on appelle un file system, un système de fichiers. Vous avez déjà fait clic droit sur une clé USB, formaté, et là, vous avez vu NTFS ou FAT32 par exemple. Donc ça, c'est le système de fichiers. Okay. Il existe plein d'autres systèmes de fichiers. Sous Linux, la plupart des systèmes de fichiers utilisés, c'est X4, SquashFS. Enfin, voilà. Et en fait, ça décide de comment vont être organisés les fichiers, l'arborescence, tout ça, sur le support de masse. Okay. J'en reparle un petit peu après. Voilà. Et donc, forcément, ce qu'on cherche, c'est une grande capacité de stockage. Et après, si on peut y accéder rapidement, ça c'est encore mieux. Ce qui fait que les HDD sont encore utilisés, hein, si vous voulez stocker vraiment beaucoup de choses. Mais si vous avez une solution hybride avec un HDD et un SSD, eh ben, en gros, sur le HDD, vous allez stocker tout ce qui est photo, vidéo, trucs que vous allez consulter une fois de temps en temps, quoi. Et sur le SSD, vous allez stocker plutôt le système d'exploitation, chose que vous utilisez très fréquemment, histoire que ça aille vite. Voilà. Et donc, pour le stockage de masse, on a différentes technos. Les technos un petit peu à l'ancienne, on va dire, notamment support amovible, le CD, le DVD, le Blu-ray. D'ailleurs, le Blu-ray, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient le nom, mais c'est parce qu'en fait, pour le DVD, on travaille en infrarouge, en longueur d'onde optique, pour venir graver le support. Et le Blu-ray, en fait, on est en ultraviolet, donc on est en bleu, en fait. Et donc, Blu-ray, voilà, longueur d'onde bleue, littéralement. Et donc, en diminuant la longueur d'onde, bah forcément, on peut densifier l'information. Et c'est pour ça que les Blu-ray peuvent stocker beaucoup plus d'informations qu'un DVD, par exemple. Voilà, donc là, on est un petit peu sur les supports amovibles. Si je reste sur les supports amovibles, à l'ancienne, on est sur les disquettes. Donc voilà, typiquement 1,44 mégaoctets, c'était ce qui était utilisé typiquement sur les disquettes que vous avez peut-être rencontrées. Je sais pas. Ouais, vous avez déjà vu ça. Et les plus grandes, vous avez déjà vu ou pas? Floppy disk, c'est-à-dire disquette molle. Okay. Parce qu'en fait, ça, elles sont littéralement floppy, quoi. Là où effectivement, la version 1,44 mégaoctets, eh ben celle-là, elle est rigide. Tiens, pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les cartes SD, des fois il y a un petit curseur que vous pouvez déplacer sur le côté, qui permet de le mettre en lecture seule ou non. Et bien en fait, ce curseur-là existait ici, sur les disquettes. Et en fait, c'est un petit obturateur optique. Vous venez ouvrir le passage optique ou le refermer, ce qui permettait de mettre la disquette en lecture seule ou en lecture-écriture. Et donc, voilà, ça fonctionne sur du stockage magnétique, hein, donc on vient polariser certaines parties magnétiquement du disque, et c'est exactement ce qui se passe avec le disque dur, le HDD, Hard Drive Disk, ou qu'on peut appeler aussi disque dur magnétique ou disque dur mécanique, voilà, qui lui va être beaucoup plus volumineux. Okay, on a les formats 3,5 pouces ou 2,5 pouces qui existent encore sur les PC actuels. Une petite animation. Je ne sais pas si ça vaut la peine que j'explique le disque dur magnétique. Vous allez, très rapidement, vous avez différents plateaux. Sur un plateau, vous avez deux faces. Et vous avez les têtes qui vont venir se déplacer pour aller lire ou écrire localement la valeur d'un champ magnétique. Et en fonction de ça, voilà, je vais pouvoir me déplacer ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le disque dur aussi va avoir une vitesse de rotation non constante en fonction de si je vais lire à l'intérieur ou à l'extérieur. Okay. Et je vais devoir beaucoup me déplacer. Et là, vous comprenez pourquoi c'est très lent. En fait, parce que c'est purement mécanique. D'accord. Et donc, le fait d'avoir des mouvements dans tous les sens fait que du coup, ça ralentit forcément le processus. Okay. Ces disques-là, du coup, ils sont répartis
en unités d'allocation qu'on va appeler des secteurs. Les secteurs, historiquement, 512 octets, c'est-à-dire que tous vos fichiers étaient répartis sur plusieurs secteurs de 512 octets. D'accord ? Après, indépendamment de ça, on va parler de cluster ou de tracks, donc de pistes. Mais en réalité, voilà, considérez que l'unité d'allocation de votre, enfin, la plus petite unité utilisable, c'est le secteur, et elle fait 512 octets. Ce qui fait que si vous avez un fichier de 2000 octets à stocker, prenez 512 octets, plus 512 octets, plus 512 octets, plus 512 octets quand même. Vous avez peut-être fait attention, en faisant clic droit propriété sur un fichier dans Windows ou Ubuntu, il vous met taille du fichier et taille sur le disque. Ok ? Et bien taille sur le disque, en fait, c'est le nombre des secteurs. Enfin, c'est votre taille, plus on arrondit au secteur supplémentaire au final. D'accord ? Parce que, comme je vous ai dit, là, 2000 octets, et ben 512 plus 512 plus 512, il faut bien que je stocke les quelques octets restants, et ben ça fera quand même plus 512 puisque j'ai occupé un secteur complet. D'accord ? Donc les secteurs vont contenir un morceau de fichier, mais ne peuvent pas contenir plusieurs morceaux de plusieurs fichiers. Ok ? Et ces secteurs-là, en fait, supposez que vous écrivez sur votre disque dur pour la première fois. Logiquement, vous attendez à ce que vos fichiers ils soient écrits, je ne sais pas moi, plusieurs secteurs côte à côte. Okay, vous écrivez un nouveau fichier, encore plusieurs secteurs côte à côte, et ainsi de suite. Puis avec le temps, vous supprimez des fichiers, vous en remettez tout ça. Et ben, ce qui fait qu'il va y avoir des trous. Okay, et ce qui fait qu'à terme, pour écrire un fichier, au final, vous allez écrire un morceau là, un morceau là, un morceau là, un morceau là, un morceau là. Donc dans tous les sens. Okay, c'est ce qu'on appelle un fichier fragmenté. Et là, je ne sais pas si ça fait tilt chez certains. La défragmentation du disque dur. La défragmentation du disque dur, c'est quelque chose qu'on faisait à l'époque des HDD. Windows XP, hein, typiquement, il avait un très bel outil pour ça, où ça faisait quand vous lanciez le truc. Et en fait, ça prenait du temps. C'était quoi l'idée de la défragmentation ? Et ben, c'est que si vous avez un fichier qui est disposé à plusieurs parties du disque dur, qu'est-ce qui se passe ? Votre tête de lecture doit faire des allers-retours, des temps de trajet. Okay, et pendant ces temps de trajet, il n'y a pas d'information qui a été changée. Okay, donc vous ralentissez grandement les performances du système. Donc ce qu'on faisait, c'est une défragmentation qui consistait à défragmenter, donc essayer de rassembler tous les fragments d'un fichier au même endroit. Et donc c'est pour ça que ça prenait beaucoup de temps aussi comme opération, parce qu'il fallait déplacer temporairement, tout ça. Okay, donc la défragmentation permettait d'augmenter les performances du système, à condition d'accepter de passer 2 heures à lancer le truc et puis à plus rien faire sur le PC. Et ça, comment on sait qu'au final, un fichier se trouve à tel ou tel endroit et à tel secteur ? Et bien ça, c'est justement tout le rôle du file system, du système de fichiers, qui va devoir gérer ça. Alors, si je zoome un petit peu sur un secteur, donc il y a des secteurs, là typiquement, en fait je vous ai parlé de 512 octets, les secteurs des médias un peu plus récents, ils font 4096 octets maintenant. Alors 4096 octets, pourquoi en fait on change la taille des secteurs ? Alors on pourrait prendre un très très gros secteur d'1 gigaoctet. C'est quoi l'inconvénient si je prends un secteur d'1 gigaoctet ? Pardon ? Ouais, c'est écrit 1 mégaoctet. Au final, tu as 999 mégaoctets qui sont perdus sur ce secteur. Ok. Alors pourquoi on ne fait pas des secteurs de 2 octets, par exemple ? Bah voilà, vous l'avez compris avec la défragmentation, la fragmentation plutôt, c'est que ça fait des allers-retours dans tous les sens. Okay, donc en fait, encore une fois, il y a un compromis à trouver. 512 octets à l'époque, on est plutôt sur 4096 octets maintenant. Non, 4096 bits ici. Donc du coup 512 octets sur cette figure-là, même si on est quand même passé à 4096 octets récemment. Et donc du coup sur ces 512 octets, sachez que vous allez avoir vos données, mais vous allez avoir aussi un préambule. À quoi il va vous servir ce préambule-là ? C'est 01, 01, 01, 01. À quoi il va servir ? Une sorte d'adresse. C'est pas une adresse. Pardon ? Non, c'est pas vraiment pour identifier le début et la fin. Pour scaler, ouais, c'est la synchronisation. Je vous ai dit, selon si votre donnée se trouve à l'intérieur du disque ou à l'extérieur du disque, votre disque va tourner à une fréquence différente. Okay. Par contre, rien ne garantit que vous ayez un asservissement qui soit hyper parfait. Donc ce qu'on va faire, en plus, pour ça, on va aussi synchroniser. C'est-à-dire que votre tête de lecture va avoir 01, 01, 01, 01, et selon la vitesse à laquelle il perçoit ça, va être capable de scaler pour ce qui suit. Okay. Donc ce qui suit, c'est les 4096 bits, donc 512 octets. Et ensuite, on a ECC. Sachez-vous ce que c'est ?
C'est marqué? Ok. Alors, error correcting code. Ouais, c'est dire quoi? Code correcteur d'erreur en français, vous aurez un cours là-dessus en 3 ans. Ouais. On ferait une opération avec les données et puis cette opération nous donnerait le code et il faut voir si on retrouve les données. Ouais. Si on retrouve le code avec les données qu'on a lues. Exactement. On a parlé du CRC en réseau. Ok. Vous prenez une donnée, vous faites une opération mathématique dessus, vous placez le résultat et vous envoyez les deux, données et résultats. Et votre destinataire, il va reprendre les données, refaire la même opération, il va calculer le résultat qu'il aura obtenu et le résultat qu'il aura reçu depuis la transmission. Si les deux sont identiques, pas de problème. Si les deux sont différents, il y a eu un problème à la transmission. Mais là, c'est pas ça. C'est le CRC, c'est purement de la détection d'erreurs. Là, on est sur la correction d'erreurs. C'est-à-dire que le code qui est ici permet non seulement de détecter qu'il y a une erreur, mais en plus de corriger, c'est-à-dire de déterminer quel est le bit fautif et le corriger. Okay. Donc pour ça, il y a des algos un petit peu particuliers. Voilà, je ne vous en parle pas, mais sachez qu'au final, c'est possible de détecter une erreur. Pourquoi? Parce que des problèmes de synchronisation, par exemple, des problèmes de polarisation éventuellement, de vieillissement du disque, on va dire, ça permet de corriger l'erreur, okay, sans avoir à refaire une nouvelle lecture. Okay. Typiquement, ça se passe aussi comme ça dans vos mémoires vives, dans vos RAM. Alors là, moi je vous parle de disque dur magnétique, mais maintenant on peut aussi parler de disque dur de style SSD, Solid State Drive. Alors Solid State, c'est pas très courant dans le langage français en tout cas. Dans le langage anglophone scientifique, c'est tout ce qui est semi-conducteur. Okay. Et donc en gros, on est sur un disque à base de semi-conducteur, on est sur de l'EEPROM. Donc l'EEPROM c'est quoi? Effaçable électriquement, programmable ROM. Okay. Je préfère dire effaçable électriquement parce que l'accent anglais il est dur là-dessus. Et donc, en gros, c'est juste une évolution de la ROM qui est devenue une PROM, donc une programmable ROM. On avait à une époque de l'UV-PROM, donc c'était effaçable par ultraviolet. On en a quelques-uns en salle 201, des petites puces avec une petite fenêtre où on voit le circuit de silicium dedans. Okay. Donc c'est effaçable par UV. Et puis sinon, on a effaçable électriquement, voilà, qui est aujourd'hui représenté principalement par la mémoire flash. Donc flash, vous avez déjà entendu parler de ça. Okay. Par exemple, sur le PIC 18, la mémoire programme est une mémoire flash. D'accord. Flash drive est un nom qu'on donne aux clés USB en anglais. Et donc, il existe, pareil, différentes mémoires flash basées sur du NAND, basées sur du NOR. En gros, ce qui joue, c'est la durée de vie et la vitesse d'accès à la donnée. Mais sinon, voilà, c'est la même chose un petit peu partout. Vous pouvez noter sur ce disque dur-là, par exemple, que vous avez ici 4 emplacements qui font un ensemble de 120 gigas. Okay. Mais si vous regardez bien, ici, ici et ici, vous avez des emplacements qui ne sont pas soudés, mais sur lesquels on pourrait mettre d'autres morceaux. En gros, ça c'est un petit tips d'ingénierie. Vous pouvez avoir un même produit avec différentes capacités. Il suffit juste de souder ou pas souder les composants. D'accord? Mais c'est un seul PCB qui est fourni, ce qui fait que ça fait beaucoup moins d'efforts de développement à produire. Mais si vous prenez ce petit composant-là, qui est sur le SSD, vous le mettez ici, et là vous avez le flash drive, donc la clé USB, avec une mémoire flash dessus. Okay. Et le petit composant qui est au-dessus, là, avec le gros point blanc, c'est quoi? Contrôleur mémoire. C'est un contrôleur, un microcontrôleur, ouais, qui va faire l'interface entre l'USB et le protocole vers la mémoire SSD, vers la mémoire flash. Enfin, SSD, ouais, si vous voulez. C'est exactement pareil sur une carte SD. Sur une carte SD, on a un petit microcontrôleur qui est ici, plus la mémoire qui est là. Ok. Alors, en termes de communication entre ce mémoire de support de masse, de stockage de masse, et la carte mère, on avait à une époque les câbles PATA qui sont remplacés par du SATA, donc parallèle ATA, et remplacé par du serial ATA. À l'époque, le PATA, on appelait ça IDE, c'est ces connecteurs bleus là qu'on voit ici, donc qu'on voit en rouge sur la carte mère au centre. Et pour le SATA, on a les 6 connecteurs qui sont en noir ici. Okay. Donc ça, voilà, SATA, en gros, c'est le protocole qui est toujours utilisé aujourd'hui, qui permet d'accéder à votre support de masse. À savoir que, par exemple, les lecteurs CD, DVD, tout ça, sont également branchés avec ce type de câble-là.
Euh, Depuis peu, depuis quelques années, on a en plus des SSD qui sont reliés en SATA, on va avoir des SSD qui vont être reliés avec un autre format, le format M2, qui est directement affiché sur la carte mère. Ça, je vous ai montré ça sur le chapitre carte mère, avec la carte mère un petit peu récente gaming que j'avais sortie. Et donc du coup, d'un point de vue physique, voilà, on va distinguer deux choses, les supports qui vont plutôt être magnétiques, physiques, mécaniques, et puis ceux qui vont être orientés mémoire électronique, donc avec les SSD, les cartes SD. On parle de MMC ici d'ailleurs. MMC c'est Multimedia Card. Et typiquement vous avez dans votre téléphone une MMC, eMMC même, Embedded Multimedia Card. Votre téléphone 32 Go, 64 Go, 128 Go. Et c'est la taille de la eMMC, de la mémoire flash qui est sur la carte mère de votre téléphone. Donc tout ça, on parle bien de partie physique parce qu'à droite, on a la partie logique. C'est-à-dire que votre PC, Windows, Ubuntu, quand vous ouvrez votre disque dur, vous ne voyez pas des blocs de 512 octets comme je vous ai parlé. Vous ne voyez pas les secteurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a une représentation logique des fichiers et non physique de comment c'est représenté vraiment sur le support. Okay, donc il y a cette distinction-là qui est faite. Et cette distinction-là, en fait, on va notamment l'aborder à travers les partitions. Vous avez un disque dur, un support physique, qui peut être décomposé en plusieurs partitions logiques. Typiquement, ici, j'ai une partition, celle qui est en pointillé là, qui est ma partition au format X4. Donc ça, c'est un file system propre à Linux, utilisé par Linux, avec ici ce qu'on appelle le point de montage /, donc la racine. C'est-à-dire que la racine de mon système, elle est ici. L'équivalence Windows, c'est ces deux points. Okay. Ici, j'ai une autre partition qui est là, donc qui est également en format X4, sur lequel, moi, à l'époque, j'avais stocké mes machines virtuelles. Et puis encore une partition, mais au final, je vais plutôt être précis, un espace non partitionné, qui contient rien du coup, puisqu'il n'est pas loué, il n'est pas formaté. Et au tout départ, ce petit rectangle-là, ce petit rectangle qui est tout à gauche, ça c'est mon bootloader. C'est ce qui va me permettre de démarrer mon PC. Donc dessus, ça va être Grub qui va être stocké, ce qui va permettre de choisir au démarrage entre Windows et Ubuntu par exemple. Sauf que là, vous avez remarqué, j'ai pas Windows, vous avez quand même un bootloader, vous avez quand même un système Grub, même si vous ne le voyez pas, qui vient lancer votre Ubuntu. Si vous avez que Windows, vous avez quand même le bootloader de Windows qui vient charger Windows au démarrage. Okay. Donc quel que soit l'OS que vous utilisez, vous avez un bootloader. Donc voilà, considérez bien qu'on a un volume physique, donc un support physique, qui va être décomposé en plusieurs partitions logiques. D'accord ? Ce qui fait que sous Windows, par exemple, vous verriez C2 points, D2 points, et éventuellement E2 points. Okay. Donc un même support physique, mais on croit que c'est plusieurs disques différents. D'ailleurs, ce que j'ai pas dit, ça se voit pas trop ici, si le FAT32 par exemple, la toute première partition, elle n'est pas sur le même système de fichiers que les suivantes. D'accord ? Et vous pouvez avoir autant de systèmes de fichiers différents que de partitions sur votre disque. Aucun souci là-dessus. Donc un disque peut avoir plusieurs partitions logiques. Par contre, une partition logique ne peut pas s'étendre sur plusieurs disques. D'accord ? Vous avez peut-être plusieurs disques sur votre machine. Moi, j'ai plusieurs disques sur ma machine. Une partition peut être seulement inclue à l'intérieur d'un disque. C'est tout. Alors du coup, une partition, c'est quoi ? En fait, au tout départ de la partition, vous allez avoir une table de partition. Okay. Il y a le format MBR, Master Boot Record, qui est un petit peu à l'ancienne, donc plus utilisé sur les PC, par contre qui est très rudimentaire et très simple, du coup ce qui fait qu'il est très utilisé sur les systèmes embarqués. Okay. Vous aurez l'occasion de le manipuler en 3A. Et puis maintenant le MBR a été remplacé par le GUID Partition Table, qui est une version un peu plus avancée. Typiquement avec le MBR, on pouvait stocker que 4 partitions. Donc, dans certains cas, ça devient un peu compliqué, ça devient un peu léger. Et les partitions ne pouvaient pas faire plus de 2 Teraoctets. Donc, du coup, encore autre chose de limitant. Une table de partition, ouais, allez, je passe un petit peu, c'est pas forcément ça qui va m'intéresser. Par contre, ce qui peut m'intéresser, c'est par exemple, un système de fichiers, c'est quoi ? Donc, je vous ai parlé de de fichiers qui va être fragmenté ou non fragmenté. Alors, comment on fait pour retrouver mon fichier complet qui est représenté sur plusieurs secteurs ? Et pour ça, je vais vous présenter juste FAT, qui est un des file systems utilisés par Windows. Je vous présente celui-là parce que c'est plus simple, les autres c'est la même idée mais plus complexe.
Et ben, l'idée, c'est que dans votre file system, vous avez une table qui va contenir pour tous les fichiers l'adresse du premier secteur. Ok. Et ensuite, dans chacun des secteurs, vous allez avoir une valeur qui va pointer, qui va indiquer le secteur qui contient le morceau suivant. Et au final, c'est une genre de liste chaînée comme ça. D'accord. Donc moi, avec ma table de partition, je sais, avec ma table de file system, je sais où se trouve le début du fichier 1. Et puis en allant voir le premier secteur du fichier 1, je peux me rediriger vers le second secteur du fichier 1, vers le troisième secteur du fichier 1, et ainsi de suite. Okay. Et c'est comme ça, en fait, dans ce système de fichiers, qu'on arrive à retrouver l'intégralité d'un fichier. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que le fichier numéro 2, par exemple, eh ben, effectivement, il y a un fichier qui se trouve en plein milieu entre son secteur numéro 2 et son secteur numéro 3. Okay. C'est pas grave, et justement, on a bien compris que les fichiers allaient être fragmentés sur le disque dur, c'est comme ça. Il fallait trouver un moyen pour arriver quand même sur un fichier alors qu'il était complètement fragmenté sur le disque dur. Et donc sur les SSD, ça reste la même chose, hein. Même si on n'est plus sur un format magnétique, mécanique, ça reste que quand vous mettez un fichier et que vous le supprimez, eh ben vous créez un trou en fait. Donc ce trou-là, on ne va pas le laisser vide indéfiniment, on va le remplir dès qu'on peut, mais du coup ça va impliquer que le fichier que je vais rajouter, eh ben, il va prendre ce trou-là comme espace, mais il va devoir peut-être déborder ailleurs, et donc ce qui fait qu'il y aura des morceaux un petit peu partout. Ok. Voilà, donc il existe plein d'autres choses. FAT, NTFS sous Windows. Et puis voilà, il y en a plusieurs qui existent sous Linux. Linux est l'OS qui sait gérer le plus de file system. Windows, lui, est focalisé uniquement sur FAT et NTFS, qui sont ses formats propriétaires à lui. Ok. Ça vous va déjà pour ça? Des questions sur la mémoire de stockage de masse? Ok. Alors du coup, maintenant on va parler de la mémoire principale, donc la mémoire de travail, main memory. Et là, on va s'attarder sur le composant RAM. Donc ce composant-là, voilà, vous connaissez les barrettes de RAM comme ça, même si on n'en voit plus beaucoup de nos jours. Par contre, elles existent également sous forme de circuit intégré, comme au milieu, ou directement intégrées dans le circuit intégré, comme le microcontrôleur PIC18 par exemple qu'on a utilisé l'an dernier, qui a à l'intérieur son CPU, mais également sa mémoire flash et ses mémoires de travail RAM. Okay. Alors une mémoire RAM, il y a deux technos qui existent, la DRAM et la SRAM. Donc la DRAM, Dynamic RAM, et la SRAM, qu'est-ce que vous voyez déjà juste physiquement comme différence entre les deux? Il y en a une qui a plus de composants que l'autre. Il y en a une qui a plus de composants que l'autre. Qu'est-ce que ça implique? Plus de consommation. Plus cher. Plus cher, ouais. Plus de consommation, pas forcément. Plus lent, pas forcément. Laquelle plus dense? Celle de gauche. Voilà. Par unité de surface, c'est celle-là qui va être la plus dense, celle de gauche, la Dynamic RAM. Okay. Donc son avantage, effectivement, c'est la capacité de stockage par unité de surface. Donc la capacité. Par contre, à la limite, celle de droite, la SRAM, elle, justement, va être plus rapide. Même si elle est plus grande. Il y a une autre particularité, c'est que à droite, vous n'avez que des transistors. Okay, donc en gros, par un système de verrouillage mutuel, l'information arrive à se conserver. À gauche, vous avez un transistor, mais aussi un condensateur. Ce condensateur va avoir une résistance parallèle, qui est une résistance de fuite au final, okay, par construction. Et ce qui fait que la donnée, au final, s'estompe avec le temps. Donc sur ce type de mémoire, les Dynamic RAM, il faut rafraîchir l'information. Okay. C'est-à-dire que vous avez une donnée qui est présente en RAM, il faut la lire puis la réécrire aussitôt. Okay. Faire ça à intervalles réguliers pour ne pas perdre l'information. Donc du coup, ce qui fait que, en définitive, la DRAM, certes capacité plus dense, mais du coup plus lente. Alors qu'à droite, la SRAM, capacité plus faible, mais plus rapide. Donc dans quel cas on va utiliser telle ou telle RAM? Eh ben, la DRAM, ce sera pour votre composant RAM, la barrette de RAM, mémoire vive. Okay. Alors que la SRAM, ici, à droite, va plutôt être utilisée dans les caches mémoire, qui eux sont très proches du processeur. On n'a pas besoin de beaucoup de capacité, par contre on a besoin d'aller très vite. Okay. Donc c'est pour ça qu'on va avoir différentes technologies de mémoire. On a du coup, en termes de mémoire, on parle aussi de DDR, mais DDR, qu'on soit bien d'accord, c'est pas vraiment la techno-mémoire, c'est la techno d'échange de données.
d'accord? C'est au final le bus de communication. Je vous ai dit, hein, le principal goulot d'étranglement sur le traitement de vos machines, c'est la mémoire. Donc c'est pour ça qu'au final, de gros efforts sont développés sur l'échange d'informations, sur vraiment l'échange. Ok. Donc le bus de com, c'est pour ça qu'on est passé DDR3, DDR4, DDR5, en final, relativement peu d'années. Là où la mémoire, elle, n'a pas, enfin la mémoire au sens semi-conducteur du terme, n'a pas tellement évolué par rapport au bus de communication. Donc du coup, les premières DDR, c'est 98, et aujourd'hui, on est plutôt à 3,6 GHz, donc 7200 mégatransferts par seconde, ce qui est pas mal, hein, mais encore une fois, ça reste quelque chose de un petit peu, un petit peu juste par rapport à la vitesse de traitement du processeur. En mémoire, on a peut-être parlé d'alignement mémoire en TP. Moi, je sais que j'ai fait avec mon groupe. Enfin, peut-être même qu'une seule partie de mon groupe. Les données, en fait, elles vont être... On va essayer de les aligner en mémoire. Pourquoi on va les aligner en mémoire? Si vous stockez un char, si vous stockez un octet, d'accord? Vous stockez un short, vous stockez 2 octets, 16 bits. Un long, 4 octets. Un long, 8 octets. D'accord? Le truc, c'est que votre bus de données, de la mémoire, va avoir une certaine taille. Okay. Supposons ici dans cet exemple 32 bits, okay, donc 4 octets. Et bien, si j'ai un mot qui va commencer une adresse qui n'est pas modulo 4 octets, donc qui n'est pas modulo 32 bits, on va avoir des mots qui vont être représentés comme ça, comme le orange ou le vert ici. Et donc ça veut dire que pour aller chercher l'information, la donnée, il faudrait que je fasse en réalité 2 accès mémoire. Un pour récupérer la ligne 28, et donc qui contient les octets 28, 29, 30, 31, et un pour récupérer la ligne 32, qui contient les octets 32, 33, 34, 35. Donc c'est-à-dire qu'il faut, pour récupérer une donnée sur 32 bits, faire 2 accès mémoire, et après avoir les opérations qui permettent de reconstituer ce nombre sur 32 bits. Donc ce qu'on va préférer faire, et c'est pas vous qui décidez, c'est la chaîne de compilation, elle va essayer de procéder à un alignement mémoire, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les mots commencent une adresse modulo 32 bits, modulo 4 octets. Ce qui fait que, ici, je vais pouvoir récupérer en un seul coup le mot qui est stocké à l'adresse 16, 17, 18, 19. Ok. Alors c'est quoi l'inconvénient de ça, de l'alignement mémoire? C'est que si je force des données à s'aligner, ça veut dire que je vais forcément devoir insérer des trous, des espaces, pour pouvoir repousser la donnée de sorte à ce qu'elle soit alignée un petit peu après. Okay. Typiquement là, en donnée 31, ce que je vais faire, c'est que je vais la décaler d'un cran vers la gauche, donc en gros, ça va tout aligner ici de 32, 33, 34, 35. Par contre, à la place de l'octet 31 ici, je vais avoir inséré un trou. Okay. Donc, au final, je vais avoir un usage non optimisé de ma mémoire en termes d'espace, d'occupation. Par contre, je vais avoir un usage optimisé de ma mémoire en termes de temps d'accès et de nombre d'accès à la donnée. Okay. Et ça, si vous regardez bien dans les fichiers assembleurs, par exemple, vous allez voir des points align 32, points align 4. Ce sont les alignements mémoire modulo 4 octets, modulo 32 octets. Ok. Donc ça, on en reparlera un petit peu en TP. Pareil, en termes de stockage, il y a ce qu'on appelle le bootisme, donc l'endianness en anglais. Donc du coup, vous avez un nombre qui est ici, que j'ai appelé café boba. Soit vous le stockez en commençant par l'octet de poids fort, ce qu'on va appeler le grand bootisme, big endian, soit vous allez le stocker en commençant par l'octet de poids faible, ce qu'on appelle le petit bootisme ou little endian. Okay. L'idée, c'est que ça vient, je crois, le voyage de Gulliver, je crois que ça vient de là, avec 2 tribus qui font des œufs à la coque, mais qui ne le cassent pas par le même bout, soit par le petit bout, soit par le grand bout. Et donc ça vient de là. Voilà. Et donc, dans quel cas on va utiliser du grand bootisme ou du petit bootisme? En gros, très souvent, dans les communications, on va commencer toujours par l'octet de poids fort, très souvent. Okay. Par contre, c'est plutôt dans les machines Intel qu'on va utiliser le petit bootisme. Même sur PIC18 par exemple, et sur ARM, si je dis pas de bêtises, on utilise le grand bootisme. D'accord. Donc on stocke toujours l'octet de poids fort. A noter que, même si ici, par exemple, sur le petit bootisme, je commence par l'octet de poids faible, okay, et ben le bit de poids fort dans cet octet de poids faible, lui est quand même, l'ordre des bits à l'intérieur d'un octet ne change pas. D'accord. C'est pas une décomposition binaire et je stocke tout de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Je découpe bien par octet. Mes octets, je garde toujours le même sens de lecture, du bit de poids fort vers le bit de poids faible. Par contre, c'est l'ordre
de ces blocs-là que je vais inverser. Ok. Voilà. Donc c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et donc chez Intel, on travaille principalement avec du petit boutisme, du Little Indian. Alors l'idée, c'est que forcément, si les deux existent, il y a des raisons. Le petit boutisme était plus simple à gérer d'un point de vue matériel, alors que le grand boutisme est plus naturel pour l'humain, puisque en fait, les octets sont dans l'ordre, tout simplement. Donc c'est plus facile pour nous à lire. Ok pour ça? Alors du coup, là, je vous ai parlé de la mémoire physique. Ok, mémoire principale, mais mémoire physique quand même. Votre PC, lui, il travaille avec une mémoire virtuelle. Votre processeur, votre CPU voit une mémoire virtuelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire virtuelle? Déjà, voilà, je vous rappelle ça. On a à avoir dans la mémoire de masse votre noyau Linux, quand il est éteint par exemple, c'est pareil avec Windows, des fichiers, les fichiers C, les fichiers H, les fichiers exécutables. On va avoir éventuellement des librairies, typiquement toutes les librairies de la glibc, donc printf, malloc, tout ça. Et ça, c'est dans votre PC, même quand il est éteint. Okay, et quand vous allumez votre PC, eh ben vous allez avoir, dans la mémoire principale, vous allez avoir Linux qui va tourner, vous allez avoir votre programme qui va tourner, on va appeler ça un processus, alors que là, à gauche, dans la mémoire de masse, j'ai appelé ça un fichier exécutable. Donc dans la mémoire principale, on appellera ça un processus. Et dans la mémoire principale, on va aussi retrouver des fichiers qui correspondent au printf, malloc, tout ça, de la glibc. Alors du coup, déjà, revenons sur l'exécutable. Le fichier binaire exécutable, c'est un fichier binaire au format ELF. D'accord? Vous avez dû voir en TP qu'il y a différentes sections dedans. La section .text qui contient... C'est le code. C'est le code, les instructions binaires du code. Okay, la section .data qui contient des données, mais quel type de données? Variable, global et local statique. Okay, et effectivement, dans data, elles sont initialisées. Et dans raw data, qu'est-ce qu'on a? Les constantes, okay, les variables en lecture seule, et notamment les chaînes de caractères. Okay. Et à côté de ça, il reste encore une autre section qui n'apparaît pas ici, la section .bss, qui contient les variables globales et local statique, non initialisées cette fois-ci. Donc qui travaille on va dire, en collaboration avec le .data. Donc ça, c'est stocké dans votre fichier binaire. Okay, votre fichier binaire exécutable. Donc on a tout ça. Ok. Et en fait, quand vous double-cliquez sur votre fichier binaire exécutable, ces sections vont être copiées-collées en RAM pour former des segments. Ok. Donc dans la mémoire principale, vous avez votre processus. Dedans, il va y avoir ce qu'on appelle le code segment, donc le segment de code, qui est basé sur un copier-coller de votre section .text. D'accord? Donc ce segment-là, c'est un segment de code qui est en read-only. Okay, et qui est statique parce qu'il est en lecture seule. Vous avez un autre segment qui s'appelle le data segment. Celui-là, il va regrouper le .data, la section .data et la section .bss. Ensemble, ces deux sections vont former un segment data qui va être, pardon, je me suis trompé, qui va être en read-write. Okay. Et puis vous avez le segment .raw data qui va créer également un segment data, mais qui va être cette fois-ci en read-only. Okay. Donc ces quatre sections-là vont être copiés-collés depuis votre fichier binaire exécutable vers la mémoire de travail, vers le processus. On va appeler ça des segments, et vous avez 3 segments. Okay, et ces segments-là, ils sont issus de ce qu'on appelle l'allocation statique, parce que ça a été réalisé une fois la compilation de votre programme. Okay. À côté de ça, on a aussi l'allocation dynamique. On a le segment de stack, le segment de pile, qui sera l'objet, en tout cas avec mon groupe, du prochain TP. Donc là-dedans, on va stocker tout ce qui est variable locale. Okay, donc les variables qui appartiennent à vos fonctions, et les variables locales non statiques du coup. Et puis on a un autre segment qui s'appelle le segment de tas, le heap, qui va être pour tout ce qui est donné alloué dynamiquement, les malloc, les new. Okay, donc tout ça c'est là. Et tout ce que vous voyez dans les pointillés là, c'est ce qu'on appelle le processus. C'est la représentation de votre fichier en cours d'exécution dans la mémoire principale, dans la mémoire de travail. D'accord? Donc votre processus, il ressemble à ça. Et du coup, votre processus, comme je vous ai dit, il va éventuellement utiliser printf, malloc, tout ça. Et donc, il va utiliser la librairie partagée, donc notamment la glibc, qui va être fournie par votre système d'exploitation au démarrage. Ok. Donc, si je représente un petit peu tout ça, votre fichier binaire ELF exécutable stocké dans la mémoire de masse, il est bien à droite. J'ai 4 sections. Et ces 4 sections vont former 3 segments
dans votre processus. Et à ces 3 segments, on va rajouter 2 autres segments alloués dynamiquement, ok, dont la taille va varier pendant l'exécution du programme. Alors que la taille des 3 premiers segments, elle est figée, elle est statique. Ok? Ça vous va? Donc ça, encore une fois, on passera un petit peu de temps dessus. Notamment qu'au final, ces segments-là vont être aussi liés au CPU, et plus précisément à certains registres du CPU. Et ça, on en reparlera. Ok? Diapo importante. Je peux pas cligner plus fort. Alors du coup, là, je fais PS-F. PS, je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça permet d'afficher les processus en cours d'exécution sur la machine. Okay, et là, je vois que j'ai un processus, le 24190, voilà, qui est mon fichier binaire exécutable que je suis en train d'exécuter. Okay. Et bien avec la commande d'après, cat/proc/mon numéro de processus/maps, je peux afficher le mapping mémoire de mon processus en cours d'exécution. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai un premier bloc ici. Si je regarde à droite, c'est le nom de mon fichier. On est d'accord? Donc c'est-à-dire que ce sont des segments qui ont été créés à partir de mon fichier. Quels sont ces segments? Ben, on vient d'en parler. Il y a un segment qui est en RX. C'est quoi? X, c'est quoi? Exécutable. Donc c'est mon segment de code. D'accord? C'est celui qui contient les instructions. J'en ai un qui est en RW. Read-write, c'est mon segment de données, de data, qui est en lecture-écriture. Et après, j'ai 3 segments qui sont en R uniquement. C'est mon segment de data en read-only. Okay. Alors, je ne sais pas lequel est lequel, mais bref, en tout cas, c'est là. À côté de ça, qu'est-ce que je peux marquer? J'ai mon segment de heap qui est ici, donc mon tas, et mon segment de stack qui est en bas, donc ma pile. Okay. Ça, c'est l'allocation dynamique. J'ai ensuite ça, libc. Qu'est-ce que c'est la libc? On en a parlé. La librairie standard du C qui va contenir quoi? Bah, le code des fonctions printf, malloc, tout ça. D'ailleurs, regardez, il y a notamment un segment qui est exécutable. Ok. Le truc, c'est que comment je fais quand je suis en train d'exécuter mon programme pour dire tiens, je suis en train d'exécuter ce morceau-là de programme et d'un coup, il faut que j'appelle le printf qui se trouve là-dedans. Comment je fais ça? Comment on appelle associer, j'essaie de pas dire le vrai mot, comment on appelle associer des appels, enfin un appel de fonction avec vraiment le code de la fonction. C'est le dernier étage de la chaîne de compilation. C'est lié, d'accord, l'édition des liens. Sauf que là, l'édition des liens, vous le savez, c'est dans la chaîne de compilation, donc ça se passe à la compilation. Et bien en réalité, on a aussi pendant l'exécution un LD, linker dynamique, qui va, pendant l'exécution, lier le programme exécutable à la libc qui est ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis en bleu cet ensemble de segments. Okay. Et puis enfin, ce qui est en bas, j'en parle pas, ce sont pour les appels système. Vous êtes trop jeune, on verra ça en deuxième semestre en système d'exploitation. Ok. Alors, la pile. La pile, qu'est-ce que c'est? On empile et on dépile. D'accord? Donc en fait, par exemple, dans mon main, il va poser ses variables locales. Et quand il va appeler une autre fonction, on va mettre les données des variables locales de la fonction 1. Et si la fonction 1 l'appelle fonction 2, on va stocker les données de la fonction 2. D'accord? Et quand je quitte la fonction 2, qu'est-ce qui se passe? On dépile. Donc je reviens dans ma fonction 1 avec que les données de ma fonction 1. Et quand je quitte ma fonction 1, je reviens dans mon main et donc je n'ai que les données de mon main. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que quand vous quittez une fonction, les données de la fonction 1 ou de la fonction 2 ont disparu. Okay. C'est pour ça que vos variables locales, quand vous quittez une fonction, on ne peut plus retrouver leur valeur. Sauf si on met statique devant. On en a parlé. D'accord. Mais c'est la raison pour laquelle vos données locales sont temporaires et limitées à la durée de vie de la fonction. D'accord. On a déjà parlé de portée et de durée de vie. Ok. Donc c'est typiquement last in first out. Une pile d'IFO. Alors en réalité, pour savoir dans quelle fonction on se trouve, mon CPU il va utiliser 2 registres, le base pointer et le stack pointer. Le stack pointer va toujours indiquer le sommet de pile. À la limite, si vous voulez des moyens mémotechniques, c'est ça. SP, stack pointer, sommet, pile. D'accord. Et vous avez le base pointer qui va indiquer le bas de la pile. Alors, c'est pas vraiment le bas de la pile,
ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le bas du contexte, le bas de la fonction en cours. Ok. Et donc, quand le stack pointer, il va toujours évoluer avec ce que vous posez sur la pile et ce que vous enlevez de la pile. Il va toujours évoluer très très fréquemment. Le base pointer, lui, va évoluer uniquement à chaque appel de fonction ou à chaque retour de fonction. D'accord. Le base pointer, en gros, il passera du bas du main vers le bas de fonction 1 vers le bas de fonction 2 et il quittera vers le bas de fonction 1 vers le bas de main. D'accord. Là où stack pointer, lui, il va vraiment évoluer en suivant ce que vous posez au fur et à mesure. Alors, le truc, c'est que quand je suis dans ma fonction 2, donc je suis ici, donc j'ai mon stack pointer qui est tout en haut, et j'ai mon base pointer qui est à la base du contexte de ma fonction 2. Okay. Comment je peux faire pour dire, bah tiens, quand je quitte ma fonction 2, il faut que mon base pointer revienne en bas de ma fonction 1. Comment je peux faire ça? Et bien en fait, la valeur de ce pointer-là, je vais la stocker temporairement sur la pile. C'est pour ça que j'avais laissé un petit espace vide. C'est pensé. Et du coup, en fait, ce base pointer-là, je vais pouvoir le stocker sur la pile, ce qui fait que quand je ferai un retour de fonction, quand je m'apprête à quitter fonction 2, je vais lire ce qu'il y a en sommet de pile, donc le F1 BP, ce qui fait que je vais pouvoir remettre la valeur de BP à pointer vers le bas de F1. Okay. Donc typiquement, ce qui se passe, c'est que, toc, avant d'arriver dans F1, je stocke le BP du main, et je peux rentrer dans F1, en modifiant la valeur de BP. Ensuite, avant d'appeler la fonction 2, je stocke le BP de F1, et ensuite je rentre dans ma fonction 2, donc je mets BP à jour pour correspondre à ma fonction 2. Et quand je quitte, eh ben, je vais lire ce qu'il y a dans F1 BP, ce qui me permet de mettre mon BP sur ma fonction 1. Et ensuite, je vais lire le BP du main pour pouvoir revenir dans le main ensuite. Okay. Donc c'est pour ça que le BP, il va fonctionner saut par saut. D'accord. Je saute à chaque appel de fonction, je saute dans l'autre sens à chaque retour de fonction. Par contre, le stack pointer, je ne sais pas si vous voyez, lui, il suit vraiment ce qui est au sommet de pile. D'accord. Et d'ailleurs, pareil, je n'ai pas supprimé ce qu'il y a sur la pile. D'accord. Parce qu'au final, il n'y a rien qui est supprimé dans la pile. C'est juste que comme mon stack pointer, il ne pointe plus, il pointe en dessous, on considère que c'est perdu. D'accord, ce qui est au-dessus. Mais ce n'est pas vraiment effacé. Maintenant, il y avait encore un espace libre. On va rajouter le instruction pointer. Donc c'est le registre qui contient la prochaine instruction exécutée. Alors pourquoi j'ai stocké ça? Parce que supposons que je suis dans mon main. Je suis dans mon main quand je fais un call fonction 1. Ici la ligne 11-2D. Donc je vais faire la fonction 1. Quand je fais mon return de la fonction 1, il faut que je revienne où? La prochaine instruction. La prochaine instruction, c'est-à-dire laquelle? Après le call. Après le call, donc 11-32. Le truc, c'est que si je refais un autre call ailleurs, bah, la prochaine fois, ce ne sera pas 11-32 qu'il faudra que je revienne. Ce sera encore une autre instruction. Donc comment je fais pour savoir ça? Et ben, en fait, quand j'exécute mon programme, mon compteur programme, au départ, s'il vaut 11-29, et ben, quand j'ai exécuté 11-29, il va contenir l'adresse de l'instruction suivante. Et à chaque fois, l'adresse de l'instruction suivante. Et à chaque fois, l'adresse de l'instruction suivante. Il s'incrémente comme ça. Okay. Sauf que quand je fais un call, ce qui se passe, c'est que la valeur de mon instruction pointer, elle va être écrasée. Pourquoi elle va être écrasée? Ben, elle va être écrasée pour correspondre à l'adresse de la première instruction de ma fonction 1. Okay. Donc ça veut dire que la valeur qui était stockée au moment de mon call, la 1132 là, ben, il va bien falloir que je la sauvegarde pour pouvoir y revenir plus tard. Et donc, au moment où je fais mon call, je vais me souvenir de l'adresse qui était contenue dans mon instruction pointer avant que j'écrase sa valeur. Après, je vais pouvoir faire ça. Pareil, quand je suis dans mon main, dans ma fonction 1, pardon, je suis à l'adresse 1150. Donc pour l'instant, mon instruction pointer il contient la valeur 1155. Mais comme je fais un call, je vais remplacer la valeur 1155 par 115B. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder d'abord la valeur 1155. Et puis je vais pouvoir modifier mon instruction pointer pour sauter à l'adresse 115B. Et ce qui fait que je vais pouvoir revenir comme ça au fur et à mesure. Donc en fait, la stack, si vous remarquez bien, il y a une alternance de données locales aux fonctions. D'accord? Une alternance de sauvegarde de contexte. C'est-à-dire que si je rentre dans ma fonction 1, donc on est bien d'accord, j'étais dans mon main en bas, j'arrive dans la fonction 1, il faut que entre les deux, je puisse revenir dans ma fonction main. Bah, dans ma fonction main, qu'est-ce que ça veut dire? Revenir à la bonne instruction. C'est pour ça que le instruction pointer est sauvegardé. Et revenir dans ma stack au bon endroit, c'est-à-dire dans ma zone locale data ici. Et donc, il faut également que je sauvegarde le base pointer. Ok.
Donc ça, c'est ce qu'on verra ensemble en TP dans la semaine qui suit, je pense. Ok. Vous avez un petit exemple ici. Je vous conseille de le suivre. Je ne vais pas avoir le temps de l'aborder ici. Ok. Il me reste quand même une petite minute, donc je vais en profiter. Juste pour vous dire, la pile, elle est limitée en taille. Elle est limitée à 8 mégaoctets. Ce qui fait que pour stocker des variables locales, c'est un peu juste, surtout si vous voulez faire du traitement vidéo. Ok. Parce que 8 mégaoctets, c'est vite débordé. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser non pas la stack, mais on va utiliser le heap pour faire tout ce qui est allocation dynamique. D'accord ? Et le heap, lui, il est virtuellement illimité. Il peut accéder à toute la mémoire disponible sur votre machine. Ok. Donc lui, il peut être de taille infinie. Et lui, on en reparlera. En tout cas, on essaiera d'en parler. Pour les FISA, vous avez moins d'heures de TP, donc je ne sais pas si vous aurez le temps d'en parler. Par contre, avec les classiques, on en reparlera. Ok. Toutefois, je vous conseille de repasser sur la partie stack et sur la partie heap par vous-même, parce que du coup, pas le temps de tout finir aujourd'hui. Et on a fini les cours de toute façon. Ok. Ah, c'était le dernier cours aujourd'hui. Ouais, c'est le dernier cours. Et juste pour vous symboliser une dernière diapo qui rassemble un petit peu tout, vous avez différents processus avec différents segments à l'intérieur. Vous avez tout ce qui est librairie partagée, vous avez le système d'exploitation. Et là, en gros, vous avez une représentation de la mémoire virtuelle qui se passe dans votre système d'exploitation, dans votre machine, en cours d'exécution. Ok. Avez-vous des questions ?